Donc, aujourd'hui, je vais vous parler justement du développement d'une nouvelle méthode de karyotypage chez le porc. Donc, je vais commencer par me présenter. Ensuite, je vais vous présenter un peu ce que c'est les chromosomes et les anomalies chromosomiques ainsi que leur impact sur la filière porcine. Je vais ensuite aborder la détermination de la méthode optimale pour les détecter, les résultats actuels, puis je vais finir avec les travaux restants et les retombées. Donc, qui suis-je? En fait, moi, j'ai fait mon baccalauréat en agronomie entre 2016 et 2020 à l'Université Laval et je suis agronome depuis 2020. Je suis actuellement étudiant à la maîtrise en génétique porcine, comme on disait précédemment, avec le docteur Claude Robert à l'Université Laval. Maintenant, je vais vous présenter les chromosomes. Donc, les chromosomes, en fait, c'est des structures compactes d'ADN formées lors de la division cellulaire. Donc, quand les cellules ne sont pas en division, l'ADN est vraiment décondensé dans le noyau de la cellule. On peut un peu comparer ça à un bol de spaghettis. Pardonnez-moi, je vais vous montrer ça. Donc, ici, on peut voir un peu dans le noyau l'ADN vraiment décondensé, tout enchevêtré ensemble. Et puis, quand on arrive à la division cellulaire, bien, il y a des structures compactes qui sont formées, qui sont les chromosomes. Il existe également plusieurs types de chromosomes en fonction du point d'attache central qu'on appelle le centromère. Donc, le centromère qu'on voit ici, c'est le point rouge, va venir attacher les deux chromatides sur la partie de gauche et de droite. Et puis, il peut se situer dans le milieu du chromosome, à l'extrémité ou quelque part entre les deux. Et puis, il est également important de noter que le chromosome est un des meilleurs stades pour observer les macro-anomalies dans le génome parce qu'ils sont facilement observables en microscopie. Donc ici, on voit une image, dans le fond, schématisée des chromosomes porcins. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il existe plusieurs types de chromosomes chez le porc. On en a avec les centromères à l'extrémité, plus au centre ou un petit peu entre les deux. Et puis ici, on voit une image des chromosomes en réel, dans le fond, que nous avons pris en microscopie. Donc, maintenant que la table est mise sur les chromosomes, je vais vous parler plus des anomalies chromosomiques et de leur impact, qui est vraiment le point central de mon projet. Donc, il existe différents types d'anomalies chromosomiques. En termes de fréquence chez le porc, la plus fréquente est les translocations réciproques qu'on voit ici à gauche. La translocation réciproque, ça se trouve à être un échange entre des fragments de deux chromosomes différents. Et puis donc, un chromosome part avec le fragment de l'autre et vice-versa. Et puis, c'est l'anomalie qui est présente à près de 87 là, en estimation dans la littérature. Ensuite, nous avons les inversions qui font appel ou non au centromère qui est au centre et qui consistent vraiment en l'inversion d'un fragment de chromosome, donc le changement de sens au sein du chromosome. Et puis, finalement, nous avons les translocations robertsoniennes. Dans ce cas-ci, deux chromosomes viennent se fusionner à leur extrémité pour en former qu'un seul. Et puis, les anomalies chromosomiques détectables ont été estimées à une fréquence de 1 à 2 de la population porcine au Canada. Le problème avec les anomalies chromosomiques, c'est qu'ils risquent d'affecter la production des gamètes, soit les spermatozoïdes ou les ovules, ou encore la survie embryonnaire. C'est-à-dire que si un embryon est formé d'un gamète anormal, bien, ça peut affecter sa viabilité. Et donc, à terme, les anomalies chromosomiques affectent la fertilité à divers degrés. À titre d'exemple, la translocation réciproque, celle que je vous parlais précédemment, qui est la plus fréquente chez le porc, va affecter en moyenne de 40 la taille de portée, dans le fond. Donc, ça peut réduire de 4 à 5 porcelets par portée. Et puis, il est également intéressant de noter que 50 des véras hypofertiles se voient détecter une anomalie chromosomique. Donc, on voit que l'impact des anomalies chromosomiques sur la fertilité est assez important. En termes économiques, un véra terminal atteint dont l'anomalie chromosomique n'est pas détectée peut engendrer près de 234 000 de pertes à la filière. Et donc, à l'échelle du Canada, c'est estimé à entre 4 et 7 millions de dollars de pertes. C'est donc assez faramineux et c'est pourquoi il devient important de les détecter. Il existe des méthodes de coloration pour détecter ces anomalies chromosomiques-là, mais elles possèdent souvent des lacunes qui font que c'est plus complexe de les mettre en application au niveau commercial. Et puis, le service est non offert au Québec. Donc, il faut souvent faire affaire avec d'autres provinces ou d'autres pays pour effectuer l'analyse chromosomique, ce qui engendre des coûts supplémentaires, mais également des délais d'analyse non désirés, parce que dans le fond, le but principal, c'est d'avoir les résultats le plus rapidement possible pour ne pas mettre ces reproducteurs-là en reproduction. Donc, le but du projet, c'est de développer une nouvelle méthode de détection, mais également de développer un outil de reconnaissance basé sur l'intelligence artificielle afin d'arriver à un certain niveau d'autonomie, mais par le biais d'une méthode qui va être simple, qui va avoir un faible coût et qui va être fiable dans ses résultats. Donc, la détermination de la méthode optimale a dû être effectuée parmi plusieurs. Des tests préliminaires ont été effectués en se basant sur le coût de la méthode, la facilité d'exécution, la fiabilité et la résolution de la méthode, soit la capacité à déceler les anomalies chromosomiques.
La méthode retenue est une méthode qui est basée sur les récents développements d'hybridation in situ en fluorescence, que l'on appelle la FISH. C'est une technique qui consiste au marquage des chromosomes avec des molécules fluorescentes. Donc, plus précisément, nous allons dénaturer les chromosomes, c'est-à-dire rendre leur brin d'ADN apte à se lier à un deuxième brin d'ADN. Par la suite, on va ajouter des petits fragments d'ADN qui sont ici en vert et qui sont complémentaires aux chromosomes, donc vont venir se lier au brin du chromosome. Et puis ensuite, on va faire appel à une deuxième sonde qui, elle, est complémentaire avec une portion de la sonde précédente qui est en vert. Donc, elle va aller se lier avec. Et puis, la particularité de ce petit fragment-là qu'on voyait en bleu ici, il est lié à un fluorophore. Le fluorophore, lorsqu'il est en contact avec la longueur d'onde, dans le fond d'absorption qui le caractérise, il va émettre une longueur d'onde qui va correspondre à une couleur. Dans ce cas-ci, sur mon schéma, c'est orange. Donc, sur le chromosome, on peut voir une bande orange. Par la suite, avec l'alternance de ces sondes-là, ça nous permet de produire un patron de bande de couleurs qui est vraiment distinct pour chaque chromosome. Donc, comme chaque chromosome a ses propres couleurs, c'est plus facile de les identifier, mais également de voir s'il y a eu des échanges de matériel entre ces chromosomes-là. Donc, la méthode a ensuite été mise en application sur des chromosomes réels. Donc, on peut voir ici des résultats de marquage. Et puis, ils sont très prometteurs puisque la fluorescence, elle est très uniforme et l'intensité de fluorescence est bien présente. Donc, on peut voir ici vraiment une uniformité dans la fluorescence. Et puis, les chromosomes ont pu être identifiés à l'œil. La méthode a permis également de détecter une anomalie chromosomique chez un Vera suspecté d'en posséder une. Donc, on voit ici un étalement chromosomique tel que j'ai présenté plus tôt. Et puis, on peut voir ici le chromosome 3 avec un patron de bande, dans le fond, qui va vraiment s'accorder avec le patron attendu. Donc, on voit ici les diagrammes de couleurs qui correspondent exactement au patron attendu. Par la suite, on a ici un chromosome 3 qui est dit anormal, puisque comme vous pouvez le remarquer, il manque la sonde à l'extrémité ici qui est bleue, qu'on retrouvait sur le chromosome normal. Cette sonde-là se retrouve sur un chromosome 9 qui lui aussi est anormal, donc en amont ici du chromosome. Donc, si vous vous rappelez bien, dans le fond, ici, on peut parler d'une translocation réciproque, soit un échange de matériel entre deux chromosomes. Et puis ensuite, il y a le chromosome 9 qui, lui, est normal, donc son patron de bande correspond vraiment bien avec son spectre de fluorescence. Ce qui est intéressant aussi avec la méthode, c'est que c'est une méthode que je pourrais dire 2 en 1. C'est-à-dire que, généralement, les méthodes utilisées forment des patrons de bande noirs et blancs, comme on peut voir sur l'image de droite ici. Et puis, quand une anomalie est suspectée, il peut devenir difficile de vraiment la confirmer parce que c'est difficile de savoir si la petite bande noire qu'on retrouve de trop sur un chromosome vient vraiment du chromosome qu'on a ciblé. Dans le cas de notre méthode, on peut simplement aller ajouter les sondes correspondant au chromosome suspect et puis aller confirmer, mettre en évidence vraiment l'anomalie. Donc, on voit ici que le petit point bleu à l'extrémité du chromosome 3, sa sonde s'est retrouvée en amont du chromosome 9 ici et non sur un autre chromosome de l'étalement. Donc, ça permet de vraiment confirmer la nature de l'anomalie. Ensuite, il est possible de bâtir une table de comparaison entre le patron de référence et le nouveau patron. Donc, ici, je vous présente un idiogramme. En fait, c'est l'alternance des bandes noires et blancs qu'on s'attend à avoir avec une coloration à bande conventionnelle. C'est ce qui est utilisé pour détecter les anomalies, mais également pour identifier les chromosomes. Quand on vient la mettre à côté, dans le fond, du patron de bande en fluorescence, on peut vraiment aller déceler le niveau où l'anomalie s'est produite, donc la région de cassure. Et puis donc, on peut avoir une certaine analogie avec la méthode conventionnelle et puis utiliser le même langage que ce qui est utilisé conventionnellement pour nommer les anomalies chromosomiques. Donc, on voit ici au niveau de la cassure du chromosome 3 et l'ajout au niveau du chromosome 9 qui se trouve ici à l'extrémité. Donc, le projet est quand même bien avancé, mais il reste certaines étapes très importantes à faire. En fait, il reste à terminer le développement de logiciels d'analyse qui, lui, va justement, comme je disais précédemment, utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir se détacher de l'individu qui analyse les chromosomes et puis qui pourra donc faire des analyses plus rapides et plus autonomes. Ensuite, il reste à entraîner ce logiciel-là avec des individus sains et porteurs pour le rendre plus robuste et transférer la technologie au CIPQ et former le personnel attitré. Parce qu'à terme, ce service sera offert par le CIPQ et permettra de bonifier le suivi des populations porcines québécoises pour éviter les effets néfastes des anomalies chromosomiques, comme je vous parlais plus précédemment dans la présentation. Donc voilà, merci à mes partenaires et merci beaucoup à vous pour votre écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions.